Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur cette vidéo où nous allons parler du coup des outils scientifiques permettant de perdre du poids et je vais vous démontrer avec des études qu'est-ce qu'on peut mettre à profit dans notre alimentation pour permettre une perte de poids saine et durable. Alors première étude d'une célèbre scientifique américaine, le professeur Barbara Gerold, qui du coup nous donne ce premier conseil qui est manger moins est un échec assuré. Et effectivement, souvent on se dit tiens quand j'entreprends une perte de poids, je vais restreindre les aliments de mon alimentation, ce qui va créer un déficit calorique et me permettre de perdre du poids. Première problématique qu'on retrouve face à ça, c'est que malheureusement, le fait de diminuer son apport en volume de son alimentation fait qu'on ne pourra pas le maintenir dans le temps, puisque dès qu'on sort du repas, on a encore faim, on est frustré, et ça marche pas sur du long terme, d'accord? Donc effectivement, elle a tout à fait raison de nous mettre en avant dans son introduction de cet article scientifique que manger moins, et c'est un échec assuré. Ça entraîne des sensations de faim et des sensations d'insatisfaction. Donc vraisemblablement, c'est pas la bonne méthode à utiliser pour avoir une perte de poids qui va se maintenir sur du long terme. Donc ce régime qu'on va mettre en place, assez restrictif, ne permettra que de perdre du poids ponctuellement, mais malheureusement on va regagner ce poids sur le long terme. Pour étayer ces propos, cette équipe de chercheurs ont effectivement investigué chez 3971 hommes et 3385 femmes l'alimentation spontanée qu'ils pouvaient avoir à l'aide d'enquêtes alimentaires. Au sein de ces groupes d'hommes et de femmes, ils ont segmenté leur population en 3 groupes. Un groupe ayant une densité énergétique faible, à moins de 1,7 kcal par gramme, un groupe ayant une densité énergétique alimentaire de l'ordre de 1,7 à 2,1 kcal par gramme, et un groupe de personnes, d'individus, ayant une densité énergétique supérieure à 2,1 kcal par gramme. Ce qui est assez intéressant comme résultat, c'est que plus notre densité énergétique alimentaire est importante, plus nous consommons de calories. Et c'est vrai chez les hommes et aussi chez les femmes. Autre point important, plus la densité énergétique est faible, plus les participants avaient une quantité d'aliments consommés sur la journée importante, et plus la densité énergétique était importante, plus la quantité d'aliments était faible. Donc vous voyez bien que baisser la quantité d'aliments qu'on consomme n'est pas forcément une bonne stratégie, parce que si la densité énergétique alimentaire augmente, on se retrouve quand même avec plus de calories à la fin de la journée. Autre fait intéressant dans cette étude, c'est que si on regarde chez les femmes, on s'aperçoit qu'on retrouve un poids plus important et un IMC, un indice de masse corporelle plus important, chez les femmes qui consomment une alimentation à haute densité énergétique par rapport aux femmes qui consomment une alimentation à faible densité énergétique. On retrouve le même genre de résultat, cette fois-ci pour les hommes, mais pour la proportion de participants atteints d'obésité, et on retrouve 12% d'individus obèses dans le premier groupe, 15% dans le second, et 18% dans le dernier groupe. Ça sous-entend quoi? Ça sous-entend qu'effectivement, plus notre alimentation a une densité énergétique importante, moins on mange, mais plus on apporte de calories à son organisme. Dernier petit résultat de leur étude, c'est justement quand on regarde, on segmente les individus en fonction de leur statut pondéral, c'est-à-dire en fonction de l'IMC, de l'indice de masse corporelle, on s'aperçoit qu'il y a une différence significative entre la densité énergétique des individus minces et en surpoids et des individus atteints d'obésité. Donc dans un autre article scientifique, le professeur Barbara Gerold met en avant justement qu'une des stratégies qui pourrait être intéressante, c'est non pas de dire de manger moins, mais de manger plus d'aliments à faible densité énergétique. Et ça, automatiquement, vu qu'on remplit plus notre estomac, on a tendance à être plus rassasié, mais on a aussi tendance à amener moins de calories à son organisme. Et c'est ça qui va être important. Si ça vous intéresse de réaborder ce concept de densité énergétique, je vous mets le lien dans la description de la vidéo précédente qui vous permettra d'aborder ce concept de densité énergétique. Alors ici, je vous présente les résultats d'une autre étude scientifique qui a été publiée dans un célèbre journal américain en nutrition. Donc dans cette étude, les chercheurs ont inclus 19 participants atteints d'obésité, 9 femmes et 10 hommes, et ils leur ont demandé de consommer pendant 21 jours une alimentation ancestrale, en fait, de reprendre des produits auxquels ils avaient accès à Hawaï. Là, l'idée, c'est qu'ils pouvaient manger à volonté, et c'est ça qui est important, mais seulement certains types de produits. Donc c'était d'essayer de reprendre un petit peu l'alimentation qu'avaient leurs ancêtres. Donc vous pouvez voir qu'ils pouvaient manger à volonté du taro, des patates douces, de l'igname, des fruits à pain, du poisson, des algues, du poulet, etc. Alors passons maintenant à la partie résultats. Ce qui était assez impressionnant ici, dans cette étude, c'est que les participants ont perdu en moyenne 7,8 kg, ce qui représente quand même une sacrée perte de poids en seulement 21 jours.
Globalement, si on regarde le profil lipidique sanguin, on se rend compte qu'ils améliorent le cholestérol total, ils améliorent le mauvais cholestérol, et ils améliorent aussi la quantité de triglycérides dans le sang. Donc ça, d'un point de vue dyslipidémie, pour la santé humaine, c'est ultra intéressant. Ils améliorent leur glycémie à jeun, ce qui veut dire qu'ils permettent de soigner un petit peu leur diabète de type 2. Et quand on regarde la pression artérielle, c'est-à-dire la tension qu'exerce le sang dans nos vaisseaux, on se rend compte qu'ils améliorent aussi leur pression artérielle. Ils passent d'un range pré-hypertendu à un range normal. Donc ça, d'un point de vue santé, ça a des effets monstrueusement intéressants. Alors comment ces participants ont réussi cette prouesse? Donc quand on regarde à l'aide d'enquêtes alimentaires l'alimentation avant le programme diététique, on se rend compte qu'ils consomment en moyenne 2594 kcal, et quand ils sont passés au régime type hawaïen, c'est-à-dire régime alimentation ancestrale, on s'aperçoit qu'ils ne mangent plus que 1569 kcal, ce qui explique du coup la perte de poids, puisqu'on a un déficit calorique. Mais on pourrait se dire, ils vont globalement être insatisfaits et ne pas manger assez. N'oubliez pas qu'ici, ils mangeaient à volonté. Ils avaient droit à manger la quantité d'aliments souhaités. Et quand on regarde la quantité d'aliments spontanément consommés, on s'aperçoit qu'avant, ils mangeaient en moyenne 1,7 kg d'aliments, et que pendant cette alimentation ancestrale, ils ont augmenté leur quantité de nourriture, et ils sont passés à 1,8 kg, presque 1,9 kg d'aliments par jour. Mais vu que ces aliments sont peu denses en énergie, en augmentant l'apport en poids, on arrive quand même à maintenir un déficit calorique. Et c'est ça qui est très intéressant. On arrive même à lire, du coup, dans la partie résultats, que à certains moments, les participants n'arrivaient même pas à finir leur snack, tellement c'était volumineux tout ce qu'ils mangeaient, et tellement en fait ils n'avaient plus faim. Donc ici on en revient un petit peu à notre schéma que je vous avais présenté dans la vidéo précédente, c'est-à-dire que on a des aliments qui sont plus ou moins denses en énergie, et bien souvent, plus l'aliment est ultra transformé, plus il est dense en énergie, et on a une relation inverse avec l'idée qu'il soit plus ou moins brut. Et donc effectivement, si on regarde dans ces catégories, on retrouve des aliments très pauvres en énergie, très pauvres en densité énergétique. Ça va être globalement les fruits, les légumes. On va aussi retrouver une catégorie un peu annexe qui va être la viande, les œufs, les yaourts, les bananes, les pâtes. On a une densité énergétique un peu plus élevée pour ce qui est des frites, des croissants, du saumon, des viandes grasses, des produits chocolatés, et une densité énergétique encore plus élevée pour les aliments ultra transformés, comme le chocolat, le beurre, les chips, et tous les biscuits secs. Donc ça vous permet un petit peu de vous situer, de dire quels sont les aliments qui sont plus ou moins denses en énergie. Si on parle de cette idée de brut ou d'ultra transformé, on va voir une étude qui a mis à l'épreuve justement ce concept. Ici, les chercheurs ont proposé soit une alimentation transformée, soit une alimentation brute à des participants, et ils les laissaient consommer spontanément les aliments qu'ils avaient envie, en quantité souhaitée. Donc dans cette étude, ils ont recruté 10 hommes, 10 femmes, et ils les ont soumis respectivement soit à une alimentation ultra processée, soit à une alimentation non processée. Donc ici, je vous présente 3 photos issues de la publication scientifique, où on voit d'un côté l'alimentation processée, ultra transformée, et d'un côté plutôt l'alimentation brute. Et on va aller zoomer sur le repas du soir pour voir un petit peu les quantités auxquelles ils avaient accès et les différents types d'aliments. Vous voyez bien que dans l'alimentation ultra processée, vu que les aliments sont très transformés, ils sont généralement très denses en énergie, donc rien que d'un point de vue visuel, vous arrivez à voir qu'il y a beaucoup plus d'aliments à droite qu'à gauche. Spontanément, ce qui est assez intéressant de voir, c'est que dans l'alimentation ultra processée, les participants consomment en moyenne aux alentours de 3000 kcal par jour, alors qu'avec l'alimentation brute, on se rend compte que les aliments apportent seulement 2500 kcal. Donc il y a une différence ici entre les deux conditions de l'ordre de 500 kcal par jour. Et comme vous vous en doutez, cette différence d'apport calorique va forcément modifier le poids. Et on voit qu'en 14 jours, d'un côté, les participants qui ont pris une alimentation ultra transformée ont donc pris du poids, ils ont pris en moyenne 1 kg, et à l'inverse, ceux qui ont eu une alimentation brute, ont perdu 1 kg. On pourrait se dire, tiens, ouais, mais ils ont mangé une alimentation qui était transformée, une alimentation plutôt brute, peut-être qu'en termes de satisfaction, de plaisir, ça a eu des différences. Donc ça a été évalué par l'équipe de chercheurs, et ils ont demandé, à l'aide d'échelles visuelles, de noter à la fois la faim, le sentiment de plénitude, le sentiment de satisfaction, la capacité à manger, et l'aspect plaisir et l'aspect familiarité. Et ici, ce qui est assez intéressant de voir, c'est que dans les deux groupes, que ce soit alimentation processée ou alimentation brute, on n'a pas de différence significative entre ces différentes composantes de l'alimentation.
Donc il n'y a aucune différence en termes de plaisir, en termes de faim, entre ces deux alimentations. Donc l'argument de dire oui mais l'alimentation ultra-processée c'est souvent plus source de plaisir, bah, on voit bien qu'ici c'est pas le cas. Maintenant si on en revient un petit peu à nos moutons, on se dit ok, les aliments processés versus des aliments bruts, quelle est la grande différence? En fait la grande différence c'est la quantité d'eau que nous amènent les aliments. Et on peut lire du coup dans de la littérature scientifique qu'effectivement l'eau a la plus grande influence sur la densité énergétique puisque ça ajoute du poids à l'aliment sans ajouter de calories. Et en fait c'est un petit peu cette dynamique qui nous permet de dire si un aliment est plus ou moins dense en énergie. Et effectivement on peut lire dans pas mal de littérature scientifique que plus l'aliment est sec, plus l'aliment est énergétique. Ce qui explique aussi par exemple pourquoi on a une différence en densité énergétique entre la concoyote ou le parmesan, puisque la concoyote est composée à 74% d'eau, donc n'amène que 127 kcal au 100 g. A l'inverse, le parmesan est beaucoup plus sec, et il amène 441 kcal au 100 g, puisqu'il n'est composé que de 31% d'eau. Dites-vous bien, quand on raisonne en pourcent, bah, si c'est pas de l'eau, c'est forcément des protéines, des lipides ou des glucides qui nous apportent des calories. Donc ici, un petit exemple pour vous mettre en évidence ce concept de densité énergétique, et du coup, qu'est-ce qu'on peut mettre à profit pour faire, imaginons, une petite collation. Donc, alors on est dans l'hypothétique, hein, d'accord? Mais on se rend bien compte, ici, que 100 kcal sont amenés par un très faible volume de bonbons, un peu plus gros volume de raisins secs, encore un plus gros volume de raisins normal, un plus gros volume de pommes et encore un plus gros volume de tomates. Et en fait, la seule différence entre ces aliments, bah, c'est le pourcentage d'eau qu'il y a à l'intérieur. Les bonbons n'ont quasiment pas d'eau, à l'inverse, la tomate est très riche en eau. Donc en termes de volume, si on veut mettre à profit cette notion de densité énergétique pour faire une collation, bah effectivement, il vaut mieux consommer un fruit, un produit laitier, qui sont plutôt, on va dire, pauvres d'un point de vue densité énergétique, que de consommer des produits secs, type cookies, bonbons, qui auront tendance du coup à être beaucoup plus denses en énergie et à apporter beaucoup plus de calories pour un même poids. D'accord? Et c'est ça qui va être intéressant ici, c'est le poids qu'on peut amener. Vous vous rendez bien compte que pour les tomates, on peut en consommer beaucoup, donc ce qui aura tendance à plus nous caler, le rassasiement, la distension gastrique sera plus importante avec des tomates qu'avec des bonbons. Donc, le plus gros vecteur d'eau dans notre alimentation, en fait, ce sont les légumes au sens large. Ici, je vous présente les navets, les concombres, la salade, les tomates. Globalement, tous ces légumes sont composés à 95% d'eau. Donc, les 5% seulement, ça peut être des calories. Mais tout le reste, en fait, c'est de l'eau. Donc, littéralement, quand vous mangez une salade de tomates, là, on est sur la salade de tomates sans vinaigrette, on est bien d'accord. Mais en fait, manger une salade de tomates, ça revient à manger un bol d'eau qui nous apporte plein d'autres choses qui sont intéressantes, comme des fibres, des vitamines et des minéraux. Mais ça nous apporte aussi un tout petit peu de calories. Donc ça cale d'un point de vue estomacal, mais par contre, bah, ça apporte que très peu de calories. On pourrait se dire, est-ce qu'on pourrait pas mettre à profit les nouvelles technologies, et notamment la nanotechnologie, pour essayer de diminuer la densité énergétique des repas? La réponse est simple, faisons confiance à Mère Nature. Les fruits et légumes sont des aliments qui sont assez peu denses en énergie, et qu'on doit mettre à profit dans notre alimentation, pour justement éviter de consommer trop de calories. Donc ici, une autre publication qui vous met un petit peu en avant les aliments qui sont plus ou moins hydratés. Donc on se rend bien compte qu'on est entre 70 et 100% d'eau pour tout ce qui est fruits, légumes et même certains fromages. On retrouve entre 50 et 70% d'eau pour les pâtes, les légumineuses, le saumon et plein d'autres aliments. Et puis à l'inverse, plus on diminue, plus on descend dans notre graphique, plus la quantité d'eau des aliments diminue, donc plus l'apport calorique augmente à poids identique. Donc on retrouve les pizzas, certains fromages assez secs, les cakes, les biscuits, le beurre, la margarine, les noix, les céréales, et aussi l'huile et le sucre. Alors je vous ai dit, effectivement, les fruits et légumes sont très pauvres en calories et très riches en eau. Donc on pourrait se dire, est-ce qu'on peut mettre à profit ça pour essayer de perdre du poids? Donc ça a été étudié par des chercheurs, ici je vous présente une étude qui a essayé de démontrer que consommer une tomate en entrée pourrait être une stratégie pour perdre du poids. Alors ici, l'étude était très simple, et elle est, à mon sens, très parlante. Donc les chercheurs ont recruté 35 femmes, et ils leur ont seulement demandé, pendant 30 jours, de consommer 90 grammes de tomates en entrée au repas du midi. C'était la seule consigne que les scientifiques demandaient à leurs participants. Résultat des courses, 4 semaines plus tard, les femmes ont perdu en moyenne 1,1 kg et ont perdu en moyenne 1,5% de masse grasse, juste en mettant une tomate en entrée. Cet effet, c'est ce qu'on appelle un effet précharge, de mettre à profit un aliment pauvre en énergie en entrée, donc c'est-à-dire de consommer une salade, de consommer une petite entrée à base de légumes,
bah en fait, permet du coup de moins consommer le reste du repas, de créer un déficit calorique, et de perdre du poids sans trop se prendre la tête. La seule problématique ici, c'est qu'il n'y a pas de groupe contrôle. Donc on pourrait se dire, ouais mais en fait c'est peut-être juste dû au fait que les participants ont été dans l'étude, et qu'en fait la perte de poids, elle aurait été vue aussi chez des participants qui n'auraient pas consommé de tomates. Ok, c'est un argument recevable. Autre étude du coup, où cette fois-ci on a un design qui est randomisé et contrôlé. C'est-à-dire que vous avez un groupe contrôle et vous avez un groupe, entre guillemets, traité. Donc dans cette étude, les scientifiques ont recruté 22 hommes et 59 femmes qui étaient atteints du syndrome métabolique. Ils les ont pris en charge et ils ont mis en place le régime DASH. Alors on fera une vidéo plus tard sur ce que c'est que le régime DASH, mais globalement c'est un régime qui permet du coup de lutter contre l'hypertension artérielle. Donc ils ont fait 3 groupes ici. Un groupe d'individus qui recevaient seulement des recommandations du régime DASH, un groupe où on avait les recommandations du régime DASH plus la consommation de 230 ml de jus de légumes, et un troisième groupe où, pareil, on avait les recommandations du régime DASH avec la consommation de 460 ml de jus de légumes par jour. Résultat des courses, les scientifiques disent dans les résultats que ceux consommant les jus de légumes ont perdu plus de poids, consommé plus de vitamine C et de potassium que ceux n'ayant reçu que les recommandations. Donc la perte de poids était plus importante chez ceux qui ont mis à profit cette consommation de jus de légumes dans leur alimentation. Vous allez me dire, oui, mais il n'y a que 2 études qui démontrent ça, et que c'est pas quelque chose d'assez courant dans la littérature scientifique. Eh ben détrompez-vous. D'autres équipes, encore une fois l'équipe du professeur Barbara Girols, ont mis en évidence que consommer une salade en entrée pouvait être effectivement une stratégie pour réduire son apport calorique journalier. Alors, dans cette étude, ils ont inclus 42 femmes. Ces femmes sont toutes venues 7 fois au laboratoire, et au repas de midi, en fait, on leur proposait à chaque fois des tortellini au fromage qu'elles pouvaient consommer à volonté, en quantité souhaitée. Ce qui était intéressant, c'était de voir ce qu'on leur proposait avant. Donc il y a eu un groupe contrôle où avant on leur proposait rien, et puis des groupes qui ont été entre guillemets les groupes traités, où on leur proposait une salade en entrée. Donc soit une salade de 150 grammes, soit une salade de 300 grammes. Et ce qui était assez intéressant, c'est que ces salades étaient plus ou moins denses en énergie. Alors ici, je vous ai représenté qu'une salade verte. En réalité, c'était différents types de légumes, avec des carottes, de la laitue, des tomates, du céleri, etc. Donc c'était des salades composées, si vous préférez, et les scientifiques faisaient varier la densité énergétique en mettant plus ou moins, on va dire, d'options dans la salade. Donc on avait une salade à faible densité énergétique, une salade à densité énergétique moyenne, et une salade à haute densité énergétique. Donc comment ils ont réussi à faire cette prouesse? Juste en modifiant la vinaigrette, la quantité de vinaigrette, et les quelques petites choses qu'on peut rajouter, comme du fromage. Donc un groupe 150 grammes, un groupe 300 grammes, avec une densité énergétique plus ou moins importante de cette salade. Et là, pour le coup, on leur demandait de consommer toute la salade. Donc ici, je vous présente les résultats de l'étude. Première condition, la condition de contrôle, sans salade, spontanément, ces femmes consomment environ 800 kcal sur le repas de midi. Maintenant, quand on regarde la condition avec la salade en entrée, on s'aperçoit qu'on consomme 7% d'énergie en moins au total sur le repas du midi. Donc vous avez la quantité de calories qui est amenée par la salade, plus la quantité de calories qui est amenée par les pâtes. D'accord ? Donc en fait, la salade a permis de limiter l'apport calorique des pâtes, et au total, on abaisse l'apport énergétique spontané de l'ordre de 7%. Et on voit que si on passe à la condition 300 grammes de salade à faible densité énergétique, cette fois-ci on abaisse la quantité d'énergie mangée sur le repas de midi de l'ordre de 12%. Donc aussi on en revient encore une fois à notre idée de densité énergétique. Si on met à profit une entrée avec des aliments à faible densité énergétique, le volume que va occuper ce légume, globalement dans l'estomac, permettra de moins manger du reste du repas, et donc de limiter l'apport calorique au repas, sans même avoir des sensations de faim, ni même d'insatisfaction, puisqu'on aura mangé de tout. C'est juste les quantités qui vont varier. Donc on en revient à ce concept de densité énergétique que je vous avais préalablement expliqué. Par contre, maintenant, qu'est-ce qui se passe dans les autres groupes? C'est-à-dire, quand on a augmenté la densité énergétique de cette salade. Ce qu'on s'aperçoit, c'est que dans la densité énergétique à 0,66 kcal par gramme, on retrouve plus de différence, c'est-à-dire que globalement, les participants consomment autant de calories que la condition contrôle, et même à l'inverse, si on augmente encore plus cette densité énergétique de l'entrée, donc de la salade, on se retrouve à consommer plus de calories au total. Et ça, c'est notamment lié au fait du rassasiement spécifique. Pareil pour les quantités en 300 grammes, pour la condition 0,67 kcal par gramme,
pas de différence significative avec le groupe contrôle, et même à l'inverse, une augmentation de l'apport énergétique si on consomme une entrée à haute densité énergétique. Donc si on essaye un petit peu de généraliser par rapport à ce qu'on vient de voir dans cette étude, en fait, effectivement, on a vu que si on a une densité énergétique de l'entrée de l'ordre de 0,33 kcal par gramme, on a plutôt un effet positif sur l'apport calorique global du repas. Maintenant, les effets sont limités, voire inexistants, si on passe à 0,67 kcal par gramme, et à l'inverse même, c'est négatif, ça devient contre-productif de mettre une entrée si la densité énergétique de cette entrée est de l'ordre de 1,33 kcal par gramme. On pourrait se poser la question aussi, tiens, si les fruits et les légumes sont des aliments à faible densité énergétique, est-ce que mettre à profit son fruit en entrée peut être une stratégie pour limiter l'apport calorique du repas, et ce de façon spontanée? Donc ça a été étudié dans une autre étude. Ici, toujours pareil, toujours l'équipe du professeur Barbara Girols, où ils ont inclus 30 hommes et 28 femmes, et on leur a proposé en entrée soit 125 kcal sous forme de pommes, soit 125 kcal sous forme de compote, soit 125 kcal sous forme de jus avec fibre, soit 125 kcal de jus sans fibre. Donc là, l'idée c'était de voir les pommes, et aussi de voir, tiens, notre pomme, si elle est plus ou moins transformée, est-ce que ça a un impact sur notre prise alimentaire spontanée? Donc, au repas de midi, voici les résultats qu'on retrouve. Donc, une condition sans précharge, c'est-à-dire sans fruits en entrée, les individus consommaient en moyenne un peu plus de 1000 kcal. Quand on prend la condition avec les segments de pommes, on se rend compte que les individus consomment significativement moins, de l'ordre de moins 187 kcal sur l'apport énergétique global du repas. Pour ce qui est du coup de la compote, c'est un petit peu moins tranché, d'accord? On observe une diminution de 96 kcal au repas du midi, et par contre, pour ce qui est de l'apport en jus, que ce soit le jus de pomme avec ou sans fibre, on n'a pas d'effet globalement sur la quantité de calories apportées par le repas du midi. Donc ici, ce qui est assez intéressant aussi de se dire, c'est qu'effectivement, notre aliment doit être brut. Ça met aussi en évidence que la mastication est importante dans ce processus. Autre étude, cette fois-ci en mettant à profit une soupe en entrée. Donc pareil, les scientifiques ont investigué ça chez 30 hommes et 30 femmes, et ils leur proposaient en entrée cette fois-ci soit un bouillon aux légumes, soit une soupe épaisse, soit une soupe avec morceaux, soit une soupe en purée. On modifiait la quantité de calories pour les hommes et pour les femmes. C'est-à-dire que les femmes, dans la mesure où elles dépensent moins sur une journée, on leur apportait un peu moins de calories par les soupes en entrée. Donc 129 kcal pour les femmes et 172 kcal pour les hommes. Donc ici, quand on regarde les résultats, on se rend compte que dans toutes les conditions, on a une diminution globale de l'apport énergétique de l'ordre de 133 kcal. Donc effectivement, quand il y a la condition de pas de soupe, les participants consomment spontanément de l'ordre de 970 kcal, et quand on cumule les calories apportées par les soupes, plus ce qu'ils vont consommer après, on se rend compte qu'il y a quand même un déficit de l'ordre de 134 kcal. Donc cet effet précharge est ultra intéressant à mettre à profit dans votre alimentation. Autre étude, cette fois-ci menée par des scientifiques français, qui ont investigué à peu près le même genre d'idée, c'est-à-dire l'effet précharge, chez les sujets minces et chez les sujets en surpoids ou en obésité modérée. Et ils leur proposaient une entrée à base de, globalement, de légumes, de patates, carottes. C'était vraiment une salade composée. Ici, toujours pareil, on fait une condition contrôle où il n'y a pas d'entrée, et puis une condition avec une entrée, et on regarde l'apport calorique total quand on combine l'apport calorique de l'entrée et l'apport calorique de ce qu'ils vont manger par la suite. Et ici, ce qui était assez intéressant de voir, c'est que ce soit chez des individus minces ou chez des individus en surpoids ou en obésité, la salade en entrée était une bonne stratégie pour limiter l'apport calorique du repas, puisqu'on retrouvait une baisse de l'ordre de 147 kcal pour le groupe des sujets minces, et une baisse de l'ordre de 162 kcal chez les individus atteints d'obésité. Donc encore une fois, un truc assez intéressant à mettre à profit dans notre alimentation, ce serait de faire une entrée à base de légumes. Dernière petite étude, cette fois-ci, alors on va le prendre avec des pincettes, l'effet précharge marche même avec de l'eau, d'accord? Donc il y a pas mal de théories qui disent, est-ce que boire un grand verre d'eau avant de manger, ça permettrait de limiter l'apport calorique? La réponse est oui, néanmoins, cet apport calorique, cette matérialisation de la baisse de l'apport calorique, ne va être qu'à court terme, et à long terme, votre corps va réadapter, du coup, sa prise alimentaire, et là on sera plus du tout dans un effet positif. Mais ça a été investigué. Ici, je vous présente des résultats chez 14 sujets minces. Donc on leur demandait de boire globalement 2 grands verres d'eau avant le repas de midi, d'accord? Et ce qu'on s'aperçoit, c'est que avant ou après le régime, avec juste 2 grands verres d'eau au repas, on se rend compte qu'ils ont tous consommé moins
de calories au repas de midi. Et effectivement, l'eau prend de la place dans l'estomac, ce qui limite l'apport calorique par le repas. Néanmoins, dites-vous bien que cet effet n'est pas un effet qui va se maintenir sur du long terme. Ça va être assez transitoire, et votre cerveau va vite comprendre que vous êtes en train de le berner. Ce qui ne sera pas le cas, pour le coup, avec les fruits et les légumes. Donc là, on observait une baisse de l'apport calorique de l'ordre de 108 kcal. Donc pour conclure, j'espère avoir réussi à vous convaincre qu'il faut mettre à profit une entrée, potentiellement à base de légumes, ou de fruits, si c'est votre kiff, pour justement permettre de jouer sur cette densité énergétique de votre repas, et ce sera une manière assez simple de pouvoir perdre du poids sans trop vous prendre la tête. Et en plus de ça, vous allez améliorer votre alimentation au sens large, puisque vous allez amener plus de vitamines, plus de minéraux, et plus de fibres, ce qui aura d'autres effets positifs sur votre corps, sur votre bien-être au sens large. Nous en avons terminé pour cette vidéo, merci beaucoup pour votre écoute, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter. Sur ce, moi je vous dis à bientôt.